Donc bienvenue à tous ici pour cette soirée qui va être consacrée à deux thèmes mêlés, le merveilleux et le théâtre jeune public. Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir Dominique Paquet. Je dis un tout petit mot pour vous présenter auprès de notre jeune public, parce que je pense que vous êtes connus par les générations précédentes. Dominique Paquet en fait a un parcours hybride avec des études notamment en philosophie au point de départ. On en reparlera peut-être. Vous avez fait une thèse sur le maquillage qui peut être éventuellement une façon de penser le travestissement du monde, enfin voilà, la théâtralisation du monde sur le visage, sur le corps. Il y a peut-être un lien aussi avec la façon de travestir le réel avec le merveilleux, je sais pas, à rediscuter, de maquiller le réel. Et Dominique Paquet, après, a aussi fait une autre thèse. Vous voyez, il y a des gens qui sont gourmands et qui se lancent dans deux thèses. Alors, je reprends parce que l'intitulé du diplôme. Une thèse en... Esthétique, voilà, sciences et technologie des arts. Sciences et technologie des arts. Alors là, j'ai pas le sujet par contre. Sur quoi vous avez travaillé ? La dimension olfactive dans le théâtre contemporain. D'accord. Donc Dominique Paquet a aussi beaucoup enseigné à l'université, à Paris 8 et ici à la Sorbonne Nouvelle, pendant de longues années. Elle a été donc un partenaire éducatif pour nous, pédagogique. Elle a aussi travaillé, co-dirigé une structure, une scène conventionnée aux Ulysses, où il y a eu beaucoup de programmation de théâtre jeune public notamment. Et puis les EAT, on peut, voilà, pour résumer très vite le parcours, dont Dominique Paquet est secrétaire général, c'est pareil, depuis de longues années, je crois. Les EAT, ce sont les écrivains et les écrivaines associés du théâtre. Alors, j'ai distribué des petits tracts. J'en donnerai d'autres s'il y en a qui... Et donc ce soir, donc je suis Céline Mersan, la responsable de la théâtrothèque Gaston Maty, et à mes côtés, Marie Sorel, je te laisse te présenter. Oui, donc enseignante dans le département lettres, et j'ai la chance d'animer cette année un cours autour de la littérature de jeunesse et du théâtre jeune public. Voilà, donc quelques étudiantes, j'utilise le féminin, qui sont là également. En t'écoutant présenter Dominique Paquet, Céline, je me disais aussi que le merveilleux pouvait avoir un lien avec le maquillage, mais peut-être aussi avec la dimension métamorphique du merveilleux, parce que je vois que vous avez occupé un peu vraiment une multitude de rôles au sein du théâtre, de la pédagogie, dans la mise en scène, en tant que comédienne, et c'est peut-être ça aussi un point de convergence avec peut-être ce qui vous a attiré vers une notion aussi fluctuante que le merveilleux. Est-ce qu'on pourrait peut-être partir de ce choix, en fait, parce que c'est doublement courageux, je dirais, parce que le merveilleux n'a pas forcément bonne presse, et on l'associe souvent à une forme de facilité, les princesses, les dragons, à une forme de production commerciale, d'illusion trompeuse, donc il n'a pas toujours bonne presse, d'une part, et d'autre part, c'est une notion très, très fuyante. Vous employez d'ailleurs une très belle métaphore, celle du mercure, à savoir un gaz insaisissable aux contours fuyants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le choix de ce sujet ? Bonsoir à toutes. Merci Céline, merci Marie de m'accueillir au sein de Paris 3. Vous posez aussi des questions biographiques, donc je vais essayer de les lier aux travaux théoriques. Mais il est vrai que la notion de métamorphose est au cœur de ma vie, à la fois comme actrice tout d'abord, et ensuite comme universitaire. Puisque effectivement, sous la direction de Michel Bernard, qui fut mon maître en philosophie et qui a accompagné tous mes travaux, à Paris 10, j'ai commencé à travailler sur la voix, le pouvoir de la voix, donc les métamorphoses de la voix et les métamorphoses du pouvoir au sein de la production vocale. Puis ensuite, il a ouvert, évidemment, tout en supportant les quolibets et les rires de ses confrères, un séminaire sur le maquillage que j'ai suivi en maîtrise de philosophie. Et nous étions d'ailleurs fort nombreux.
Et je me suis décidée à travailler pour ma première thèse sur la question du maquillage, qui n'était absolument pas abordée de manière théorique. Là aussi, les colibés ont fusé. Et ensuite, il a ouvert un séminaire sur les odeurs et les parfums. Et j'ai embrayé sur un DEA, sur le délétère. Alors, le délétère, c'est les odeurs toxiques, hein. Je me suis dit, je ne ferai pas une thèse sur les odeurs toxiques pendant des années. Donc, j'ai transformé le sujet en la question de la mise en scène des odeurs au théâtre. Puisque dans les années 90, il y avait énormément de tentatives de régie olfactive. Et surtout, à la suite de ma thèse, il y a eu des essais, tous malencontreux pour la plupart, car une régie olfactive est extrêmement difficile à mettre en place pour des raisons techniques, financières. Il faut un créateur, une créatrice de parfum dès le début des répétitions, ça coûte très cher, les matériaux sont très chers et il faut surtout la propulsion et l'évacuation des matières odorantes. Donc c'est resté assez confidentiel, mais il y a quand même encore des mises en scène olfactives, puisque, par exemple, Joël Pomera en a fait. Mais alors, j'étais un peu déçue, parce que je vais voir le régisseur, je dis, je voudrais vous interviewer. Comment faites-vous ? Oh, un aérosol, ça suffit, dans le noir. Oh. Alors que d'autres, comme Violaine de Carnet, ont travaillé avec des propulseurs, des moyens d'évacuation dans les parfums de l'âme, notamment. Et puis là, elle a des dômes olfactifs en région centre. Il faut la suivre dans ce domaine. Alors, j'en arrive au merveilleux. C'est vrai que on m'a demandé, quand j'étais directrice de la scène conventionnée des Ulysses jeunes publics et adolescents, de faire des conférences pour ce qu'on appelait des RIDA. Les RIDA, ce sont des réunions de diffuseurs, de directeurs et de directrices de théâtre qui se réunissent avec la DRAC. Ça va, c'est clair, la DRAC. Oui. Oui, la DRAC, la DGCA, ce sont des structures qui vous sont connues, non ? Direction régionale des affaires culturelles, Direction générale de l'action artistique, des actions culturelles, oui. Et donc, nous nous réunissions pour choisir des spectacles ou promouvoir des spectacles en tant que diffuseur. Donc, nous échangions et on m'a demandé de travailler sur la question du merveilleux. Bon, d'accord. Donc, j'ai fait un petit exposé et puis Bordeaux, les presses universitaires de Bordeaux m'ont demandé de travailler sur le genre merveilleux. Sans doute parce que mes lecteurs et mes lectrices à l'université avaient décelé avant moi la dimension merveilleuse de mes textes dramatiques. Ce que moi, je ne voyais pas. Vous savez, on voit très mal chez soi. En général, on voit mieux chez les autres. Et je me suis dit, bon, peut-être, pourquoi pas. Voilà, donc les escargots vont au ciel. Mais là, c'est Gaston Bachelard qui m'a conduite à cette écriture. Après Gilles Deleuze, c'est vrai qu'il y a aussi une dimension merveilleuse chez Gilles Deleuze, en tout cas sur la question du plan d'immanence, quand il compare le plan d'immanence qui est dans notre cerveau à une sorte de banquise et d'îlots de glace sur lesquels les pensées sorcières agissent, on accède tout de suite à une notion merveilleuse avec des pensées sorcières. Donc, il y a la vieille sorcière qui fait des vieux tours, qui représente la vieille pensée. Il y a la pensée marketing. Donc, ça, c'est évidemment l'antagoniste de la pensée sorcière philosophique. Donc, moi, j'ai écrit un texte. On a joué avec un décor de Karine Serre, qui est une autrice jeunesse également. Une scénographie de banquise et de sorcières. Et puis, ensuite, j'ai travaillé sur la pensée de François Julien, qui est un sinologue et philosophe, pour les échelles de nuages, sur Boès et Merleau-Ponty, pour son parfum d'avalanche, c'est-à-dire un théâtre philosophique pour la jeunesse, qui contient effectivement des parts de merveilleux. Mais je n'ai pas travaillé sur mes textes dans cet ouvrage. Et enfin, l'âge arrivant, je me suis dit qu'il était temps de travailler sur cette notion mercurielle. Alors, vous dites un gaz, c'est vrai, mais le mercure, pour moi, qui ai joué enfant avec du mercure, c'est un liquide. C'est un liquide qui est argenté et qui est véritablement insaisissable.
Et j'en ai trouvé dans une maison qui avait appartenu à mon oncle. Et quand il est mort, on a nettoyé la maison. Et il y avait du mercure, des fioles de mercure, je ne sais pas pourquoi. Et je m'amusais, enfant, à les glisser dans les rainures du parquet, à essayer de les poursuivre. Et je ne pouvais jamais les atteindre. Et ça me fascinait. Voilà, je crois que j'ai répondu à la première question, Marie, non ? Oui, c'est parfait, Dominique. Vous avez parfaitement croisé votre parcours biographique, intellectuel et ce sujet. Et avec Céline, on s'interrogeait aussi un petit peu sur la construction en fait du livre, parce qu'il y a des titres, un titre Abîme et surgissement, 2 sous-titres. Et en fait, la construction est vraiment intéressante parce que on commence par un parcours diachronique du merveilleux, du Moyen-Âge à aujourd'hui, quand même. De l'Antiquité, un petit peu. De l'Antiquité même, hein. on part d'Aristote, d'ailleurs. Ouais, oui, on part d'Aristote jusqu'à aujourd'hui, donc on a vraiment un parcours historique et sémantique, en fait, sur la notion de merveilleux. Et ensuite, la deuxième partie, on est sur une série de focus, de courtes monographies, 25 quand même, à travers le prisme du merveilleux. Et voilà, on se demandait avec Céline comment ça s'était composé dans votre tête en fait. Est-ce que vous pensiez au départ entrelacer réflexion théorique et puis focus sur certains auteurs, ou que vous aviez déjà en tête le plan de l'ouvrage avec vraiment une première partie comme un panorama, une généalogie, et une deuxième partie avec des entrées spécifiques sur des auteurs et des autrices? Alors là, c'est à Paris 3 que tout est né, puisque j'ai enseigné le surnaturel et le merveilleux à Censier, de 2013 à 2019. Et puis après, Lise Martin m'a remplacée, parce qu'il était temps que je cède la place à une génération plus jeune. Mais de fait, ça m'a permis d'avoir du recul. Donc mes étudiants et mes étudiantes de ces séminaires m'ont beaucoup apporté sur le plan conceptuel et analytique. Et d'ailleurs, je les en remercie parce qu'ils ont vu du merveilleux là où peut-être je ne le soupçonnais pas. Mais à la fin de chaque année, ils me disaient « Mais enfin, madame, vous voyez du merveilleux partout. C'est fou, ça. » J'ai dit « Bon, je crois que c'est une fonction a priori dans mon cerveau ou dans le cerveau humain. Je ne sais pas encore. C'est vrai qu'il y a un œil du merveilleux et que je l'ai mis en exergue d'un chapitre. Einstein dit que celui ou celle qui a perdu le regard sur le merveilleux n'a plus qu'à mourir. Et il me semble que l'hypothèse, je ne la règle pas, je ne réponds pas à l'hypothèse du livre qui est: est-ce que c'est une fonction biologique, neurobiologique dans notre cerveau, l'émerveillement, sinon on ne pourrait pas vivre. On peut peut-être revenir sur l'étymologie aussi, qui est assez intéressante du mot merveilleux. Là, vous avez prononcé le mot de regard. Et effectivement, vous avez travaillé sur l'olfactif, mais là, en l'occurrence, on parle du regard. Est-ce que vous pouvez, même pour nos étudiants, nous rappeler ce que c'est que le merveilleux? C'est que le merveilleux. Alors, Aristote, c'est vrai. Donc, la première partie, c'est ce que je faisais avec mes étudiants, une généalogie, une histoire, parce que sinon... on va rentrer comment dans le sujet? Enfin, il me semblait que c'était nécessaire de reparcourir les siècles. Et puis après, d'avoir ce focus sur des auteurs et des autrices. Plan qui m'a été énormément reproché d'ailleurs. Parce qu'on m'a dit, il n'y a pas de cohérence. Alors, pour moi qui suis quand même assez fervente d'une dramaturgie en station, je m'aperçois, c'était mon plan et je l'ai affirmé en utilisant la girafe de Buñuel pour convaincre les éditeurs. Donc la girafe de Buñuel est une girafe qui a été construite par Buñuel et qui est une girafe plate à laquelle on accède par un petit escalier. On ouvre chaque tâche et à l'intérieur, il y a un mini-théâtre. Donc je l'ai réalisé en 80 à l'Entrepôt Lenné de Bordeaux. Le public venait et j'avais reconstitué puis transformé des petits théâtres intérieurs. Il y a même une tâche dans laquelle il y a une pâte. On est invité à modeler et il y a des... C'est pervers, hein, il y a des lames de rasoir à l'intérieur, ce qui fait qu'on s'ensanglante les doigts. Bon. Alors, pour revenir... Hein, vous inquiétez pas. C'est pas ça. Pour revenir aux définitions, on part d'Aristote et de Thomas, qui est un dieu, le merveilleux, qui a donné thaumaturge. Thomas Stein, Thomas Stone, Thomas... Et
qui signifie donc la merveille. Et Thomas a engendré l'arc-en-ciel, qui est vraiment la manifestation du merveilleux naturel, qui en général nous éblouit. C'est-à-dire que le merveilleux, c'est une perception, et c'est immédiatement des sensations physiques, des émotions qui vont jusqu'aux larmes, parfois, ou qui vont au sourire, ou au tremblement, ou au frisson. Et donc, dans la tragédie simple dont parle Aristote, parce que dans la complexe, je pense qu'il n'y a pas de merveilleux, dans la tragédie simple, dans la fable simple, le merveilleux advient un surgissement comme à dessein, par hasard, mais comme à dessein. Ce merveilleux, il l'explique, il donne un exemple que je trouve très éclairant. Métis est un personnage dont on n'a pas de trace, mais qui est cité dans la poétique, qui a été assassiné. Or, son assassin, un jour, se promène vers Argos et trouve la statue de Métis. Il la contemple, et donc il contemple la personne qu'il a assassinée, et la statue de Métis lui tombe dessus. Voilà un moment merveilleux. Pourquoi ? Parce qu'il semble mu par le hasard, vraisemblablement. Mais qu'en plus, il procure un plaisir éthique qui, par un paralogisme, et non pas un syllogisme, nous fait déduire que justice est faite. Et là, quand le méchant est puni, vous savez bien, on le sait dans le western, enfin dans certains films, ouf, il y a une récompense éthique. Alors, c'est un biais cognitif. Nous dirions maintenant, nous ne parlerions plus de paralogisme, mais de biais cognitif. Mais nous éprouvons une grande satisfaction parce que là, le hasard a accompli ce que nous souhaitions. Il y a d'autres merveilleux. Il y a la reconnaissance entre des personnages qui s'étaient perdus de vue et dont le théâtre classique a abondamment que le théâtre classique a abondamment mis en scène. Je pense à l'avare, hein. Je suis dans Thomas d'Alburcie, que le ciel garantit des eaux et qui vous ayant cru mort, etc. L'avare, acte 5. Mais dans la tragédie grecque, il y a nombre de reconnaissances qui semblent là aussi dues au hasard, mais qui sont des chaînes de causalité qui adviennent dans la tragédie par nécessité et vraisemblance. Hein, parce qu'il faut que le merveilleux arrive par nécessité et vraisemblance, ce qui est quand même parfois difficile. Parfois, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais le Deus ex machina est exclu du merveilleux par Aristote. Et puis alors je tire le fil du merveilleux que l'on trouve dans la tragédie grecque, mais aussi dans la tragédie latine, c'est le merveilleux météorologique. C'est-à-dire celui de la nature qui a des effets merveilleux sur les reconnaissances, puisque c'est parfois au cours d'un naufrage ou d'une tempête que l'on retrouve des êtres chers. Et puis, il y a également le merveilleux en soi de l'événement météorologique. Alors, vous me direz, en ce moment, les inondations n'ont rien de merveilleux, non. Sauf la solidarité humaine qui se déploie autour. Ça, on peut le considérer. Et le merveilleux, du coup, en entendant là, a toujours un lien plus ou moins avec la catastrophe. C'est-à-dire la statue qui tombe sur un tel... Enfin, oui, mais après, dans la tragédie classique, le rapport entre la merveille et la stupeur, parce que oui. Il y a l'idée de frapper l'esprit. Il y a l'idée de frapper l'esprit, oui. Mais c'est pas la même chose. On n'est pas dans la stupeur tragique non plus. Non. Normalement, quand on est dans le merveilleux, dans le merveilleux, il y a un éblouissement qui nous comble. On est comblé. Il y a un comblement qui est fugace ou qui peut durer. Il y a une temporalité du merveilleux. Et on le voit au Moyen-Âge dans le miracle, la magie, c'est soudain. C'est pour ça qu'il y a ce surgissement toujours. Hein. Et il y a un comblement. Mais parfois, on n'est pas dupe. C'est ce qu'on va voir aussi plus tard, c'est-à-dire la suspension momentanée de l'incrédulité. On sait que c'est faux, mais on y croit, ou on veut y croire, parce que précisément, on reçoit une satisfaction psychique, émotionnelle, sensible, qui nous comble.
C'est en cela il procure une magie. On dit c'est magique, il n'y a pas de hasard, enfin je te retrouve, etc. C'est quelque chose qui est donné. C'est ce que dira Pierre Mabille, un surréaliste. Le merveilleux, c'est quand le monde nous donne son accord. Phrase absolument merveilleuse, sur laquelle j'ai fait transpirer mes étudiants de Paris 3 tous les ans. Le merveilleux, c'est quand le monde nous donne son accord. Je trouve qu'on ne peut pas répondre mieux. Alors, soit par le miracle, la résurrection, soit dans le miracle de Théophile, qui est un texte médiéval, un miracle médiéval, il a eu une vie dissolue, et il va dans la mer, et entre le seau et la noyade, il se convertit. C'est la conversion miraculeuse. La magie aussi, puisque la magie advient en surgissant. Alors de la stupeur, parce qu'il y a abîme, il y a l'abîme, il y a l'étonnement propédeutique à la philosophie, mais il y a aussi l'abîme, c'est-à-dire qu'il y a un versant effroyable, possiblement effroyable du merveilleux. Quelque part, dans le merveilleux. C'était peut-être un impensé ou un inconnu qui demeure, mais c'est aussi l'effroi que le merveilleux puisse advenir, parce que le fait que la statue tombe sur Métis, c'est quand même effroyable. Ouais. Qui a donné l'ordre? Est-ce que c'est un dieu tout-puissant, Zeus? Est-ce que c'est... Dans le miracle, il y a quelque chose aussi de terrible. Dans le Quem Quaeritis, des femmes qui vont porter les parfums le dimanche après la crucifixion. Le 3e jour, les femmes vont, après le samedi du Shabbat, vont laver le corps du Christ. Elles arrivent devant la pierre a bougé, il y a là un ange qui les accueille, donc c'est déjà surprenant. Où est notre Seigneur? Quem quaeritis, que cherchez-vous? Notre Seigneur Jésus, il est ressuscité. Dans la dimension de la résurrection, il y a quelque chose d'impensable. Le miracle. Le miracle, mais c'est l'inouï, oui. Et c'est ça qui provoque aussi l'abîme de la perplexité, de l'étonnement, même de l'effroi, parce que ressusciter, c'est quand même... si on y pense. Je voudrais revenir un instant sur le titre, parce que dans l'idée des abîmes, il y a quelque chose de la profondeur, de l'obscurité, etc., du puissant fond, voilà. Et le surgissement, donc le merveilleux, ce serait cette chose qui apparaît et qui remonte à la lumière d'une certaine façon des abîmes, c'est ça? C'est exactement ça. Oui. C'est un titre un peu à la Jane Austen. C'est ça. Et lumière, c'est le dernier mot du livre. Oui. Donc, mais c'est vrai que ça, il y a une métaphore filée. Ouais, j'ai divulgaché là. Mais c'est vrai que c'est comme si pour approcher cette notion, vous étiez allé à la fois dans l'érudition, mais aussi dans une démarche un peu intuitive, vous aussi, parce que vous procédez beaucoup par image, beaucoup par métaphore pour essayer de capter, comme si à un moment toute l'érudition et toute la rigueur méthodologique que vous avez mis ne suffisait peut-être pas à capter ce merveilleux, et qu'il fallait passer aussi par l'empirie, oui, effectivement, par l'expérience empirique que vous avez dans les différents rôles que vous avez occupés au théâtre, et aussi par des images très fortes comme rallumer les étoiles, tout feu, tout flamme, parfois des images très fortes comme ça qui ponctuent le texte, parce que aussi le merveilleux, c'est aussi ce qui nous échappe tout le temps, en fait, j'ai l'impression en vous lisant. Oui, alors c'est vrai que je fais toujours attention au titre, y compris en tant que dramaturge. C'est la dimension de la dramaturge dont vous parlez. C'est-à-dire, à un moment, l'universitaire est prolongé, peut-être dépassé, je ne sais pas, ou rétréci, après tout, par la dramaturge. Et je passe à un autre stade, c'est vrai. Alors, quand vous dites rallumer les lumières, c'est pas de moi. Rallumer les étoiles, c'est Guillaume Apollinaire, dans Les Mamelles de Tirésias, en 1917, quand le chef de troupe vient à l'avant-scène et dit j'ai retrouvé ma troupe ardente, mais j'ai retrouvé
l'art théâtral, bon, dans un état de médiocrité. Enfin là, je cite de mémoire, c'est pas tout à fait le mot. Et comme ils ont assassiné les constellations pendant la guerre de 14, il faut donc rallumer les étoiles. Donc le merveilleux aurait un lien aussi avec le réenchantement du monde. Ouais. Si on... Oui. Alors on parle sans cesse de désenchantement, mais là, ce serait un rempart. Je contre parle tout de ça. Gaucher au départ. Ouais. Des enchantements Avec du Weber, monde, oui, avec le Weber. réenchantement du monde, de nouveau s'émerveiller. Alors, sans niaiserie, d'imièvrerie, il ne faut pas être dupe, vous en avez parlé au début, Marie. Ce n'est pas les étoiles qui scintillent, non, je ne fais pas de référence américaine, on voit à qui je pense. Ce n'est pas que ça, bien que Walt Disney manie extrêmement bien le merveilleux, il est extrêmement érudit et ses dessinateurs aussi. Il a puisé, qui c'est qui travaille sur les cabinets d'effets, c'est vous? Non, c'est vous? Non, la littérature du XVIIe, vous avez dit non, parce que on a parlé du conte merveilleux tout à l'heure. Oui. Et vous ne parlez pas du cabinet d'effets dans votre séminaire, non? Ah non. Non, parce que dans le cabinet d'effets, vous avez du merveilleux toujours, et finalement ce merveilleux-là, j'en ai pas parlé parce que c'est moins théâtral que de la narration, c'est un dispositif de survivance de l'aristocratie, donc de la lumière de l'aristocratie dans les contes merveilleux, dans les contes du 19e et dans le cinéma de Walt Disney. C'est un système de subsistance avec des jeunes femmes blondes avec des cheveux platines, Oui, des perles. Oui, ce sont devenus des stéréotypes, mais c'est l'aristocratie. Donc oui, c'est vrai, j'ai utilisé une grande partie du lexique de la lumière. Parce qu'il y a cet éblouissement. Alors l'éblouissement, on n'y voit rien. Si on est ébloui, Oui, on a une rémanence rétinienne. On voit une forme sur la rétine. Mais on a quand même reçu la lumière. Et on garde l'image sur la rétine de la lumière, vraisemblablement, me semble-t-il. On revient aussi à des grands principes, mais c'est pareil dans les dramaturgies classiques ou antiques, avec des principes de dévoilement. Oui. Enfin, ça me paraît important aussi. À l'été, on a parlé beaucoup du pacte aussi tout à l'heure. Il faut adhérer aussi à un monde, le merveilleux, il est donné en soi en tant que tel. Donc ça suppose... Enfin, il y a un très célèbre livre de Philippe Lejeune qui s'appelle Le pacte autobiographique. Oui. Je le dis pour nos jeunes étudiants. Voilà, c'est magnifique. Vous connaissez. Donc l'idée, c'est que le lecteur adhère au principe de l'ouvrage et croit que effectivement Jean-Jacques Rousseau parle de sa vie dans ses ouvrages biographiques qu'on considère comme les premières autobiographies. Oui. En gros, enfin, je caricature un peu, mais et donc il y a un principe d'adhésion immédiat et le merveilleux repose en grande partie sur cet effet d'adhésion. Si vous ne croyez pas à l'univers merveilleux, la fiction ne fonctionnera pas d'une certaine façon. Non, et ce qui est antagoniste au merveilleux, je l'évoque un peu, c'est la dimension dandy, cynique, ricanante d'une certaine littérature. Chez les dandys, il y a ce refus du merveilleux, il y a un cynisme. En revanche, chaque dandy est merveilleux en lui-même, puisque de toute façon, le dandysme apparaît au moment des incroyables et des merveilleuses, à la fin du XVIIIe siècle. It's a folly, the making of me, dit Beau Brummel. C'est une folie, ma composition. Lui est merveilleux, mais il a un cynisme, comme Baudelaire avait un certain cynisme, comme Huysmans, comme Villiers de l'Isle-Adam, comme Barbé d'Aurevilly, c'est-à-dire cette littérature décadente de la fin du XIXe siècle. Et c'est vrai que le cynisme, c'est l'antonyme du merveilleux. Alors là, c'est intéressant, je saute un peu sur le nom de Barbé d'Aurevilly, qui s'est engouffré aussi dans le fantastique. Ouais. Oui. Voilà. Et alors c'est une chose très importante, une distinction très importante à faire entre le merveilleux et le fantastique. Oui. Il y a un chapitre sur le fantastique, mais enfin, je vous laisse peut-être en parler un petit peu. Oui. Votre point de vue sur cette différence entre ces... C'est pas mon point de vue, c'est celui de Svetlana Todorov. Voilà. Dans le fantastique, donc il apparaît un peu dans le roman gothique déjà en filigrane, même si c'est plutôt de la terreur là.
dans le fantastique, il y a toujours un doute. On ne sait pas si l'événement a vraiment lieu ou s'il se passe dans le psychisme du narrateur ou du héros ou de l'héroïne. Et c'est ce doute-là qui est intéressant pour le lecteur. Tandis que le merveilleux, il n'y a pas de doute. On est d'emblée conquis. Soit on est cynique et on se dit non, ça, je n'y crois pas. Soit on est d'emblée conquis, tout en maintenant cette suspension momentanée de l'incrédulité. On n'est pas dupe du merveilleux. On sait bien que ce sont des citrouilles et des souris qui vont fabriquer par magie le carrosse de Cendrillon. Et quand je vous entends dire on n'est pas dupe du merveilleux, alors je triche un peu parce que j'ai lu le livre, mais c'est vrai que de voir cette deuxième partie avec 25 auteurs et autrices qui assument le rôle du merveilleux dans leurs œuvres de manière plus ou moins explicite, c'est un peu, ça va un peu à rebours de ce qu'on peut penser, parce que quand on parle aujourd'hui du théâtre jeune public contemporain ou de la littérature de jeunesse contemporaine, on se dit bon bah fini d'aveugler la jeunesse, on la conscientise, on la sensibilise aux questions d'actualité, à l'écologie, aux questions de genre, et du coup c'était presque un peu contre-intuitif, en tout cas, de voir finalement cette multitude d'auteurs et d'autrices que vous avez aussi interviewés, puisqu'il y a des bribes d'entretien aussi dans chacune des monographies, qui revendiquent de manière plus ou moins explicite la part de merveilleux, en fait, dans leur œuvre. Oui, quelquefois, disons, je ne fais pas de merveilleux. Lise Martin, qui est là et qui est dans le livre, pourrait se citer elle-même. Et Lise a un séminaire à Paris 3. Oui, on va ouvrir. Tu m'as répondu, je ne cherche pas le merveilleux, je cherche la métaphore. Oui. Voilà, et certains ont été... c'est bon comme réponse. Chacune a décliné un peu, en fait. Philippe Dorin... Pour lui, ça semblait étrange. Sylvain Levet aussi. Alors, je me dis, est-ce que je veux le voir à tout prix ? Me souvenant de mes étudiants, ils me disaient, Madame, vous en voyez partout. Enfin, j'ai les yeux éblouis. D'ailleurs, il y a un très beau texte de Joël Joanneau qui s'appelle L'ébloui, et qui parle de cette quête de la lumière. Enfin, bon, chez Joanneau, c'est très, très net, que c'est la recherche de la lumière partout, tout le temps. Oui, c'est peut-être contre-intuitif. Peut-être que je m'obstine à vouloir le voir. Mais dans la littérature jeunesse, même s'il y a du réalisme, même si on veut dessiller les yeux des enfants, depuis le théâtre post-brechtien. Moi, j'ai commencé comme actrice dans du théâtre brechtien pour enfants. On disait comme ça à l'époque, pour enfants. Je parle sous le contrôle de Marie Bernanos. On fait du théâtre pour enfants dans les années 70. Donc j'ai joué 20 pièces d'or qui étaient issues des 20 colliers de Sapec de Brecht. Et c'était l'histoire d'un voleur. Et à la fin, on demandait aux enfants, alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on doit le punir ? Est-ce qu'il n'est pas victime de son enfance ? Donc on didactisait beaucoup. Et on était assis, on montrait bien qu'on se levait pour jouer, qu'on présentait le personnage à distance, comme on faisait en France, parce que c'était pas ça chez Brecht. La distanciation, c'est pas tout à fait ça. Bon, on joue à distance, surtout ne joue rien, mais le personnage devant soi. Alors, les enfants, aussi, réagissaient, et puis on avait ce dialogue. Faut-il le punir ? Ne peut-on pas l'excuser ? Qu'en pensez-vous ? Donc ce théâtre qui devait laver les yeux des enfants du merveilleux ancien et cinématographique, moi j'y ai participé, mais il y avait quand même, dans les années 70-80, et les deux enquêtes sur lesquelles j'ai travaillé en parlent, une dimension merveilleuse, et c'est très drôle qu'après 68, avec l'efflorescence de compagnies théâtrales qui ont commencé à travailler sur le théâtre pour enfants, puis sur le théâtre jeune public, puis sur le théâtre jeunesse, pour reprendre un concept de Marie, ont utilisé des personnages traditionnels de la commedia dell'arte, dans la lignée de Chancerelle, mais aussi des clowns, des circassiens, des peintres, des sculpteurs, des marionnettistes, mettant en exergue l'art comme moyen de sauver
finalement du désespoir les enfants. C'est-à-dire que l'artiste s'est intronisé salvateur des générations de spectateurs devant lesquels il jouait. C'est un artiste tout-puissant, finalement. C'est par l'art que le théâtre, et puis donc, les autres arts plastiques et les autres arts du théâtre, vont sauver du marasme de la société les jeunes spectateurs. Parce que là, nous avons eu, dans les années 70, nous avions la guerre froide, nous avions... Bon, ça nous protégeait bien des dictateurs de l'Est, hein, mais nous avions en Amérique latine que des dictatures aussi, des guerres, dans les années, début des années 90, peut-être même avant, dans les années 80, puisque j'avais commencé un scénario avec des amis là-dessus, 110 guerres sur la planète, je crois qu'il y en a moins maintenant. 110 guerres, hein, en 82-83. Donc il ne faut pas croire que c'était un monde enchanté. Mais les artistes écrivaient des textes, alors sous forme d'improvisation collective aussi, hein, c'est pour ça qu'on n'a pas les brochures, où l'artiste était le sauveur. C'est du thaumaturge au démiurge, d'une certaine façon. J'ai une question aussi sur l'usage du merveilleux au théâtre, parce qu'on est souvent confronté dans le théâtre jeunesse, jeune public à des adaptations. Oui. Et à des récupérations de contes. Enfin, voilà, c'est ce qu'on voit le plus souvent, même dans les comités de lecture. Hein, oui. Comme vous avez dressé aussi un panorama sur ces écritures, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de l'usage du conte et de la façon dont ça infuse dans les écritures d'aujourd'hui, par exemple, ou dès les années 70, par exemple? Ça a infusé dans toute la littérature théâtrale, hein, dès le XVIIIe siècle, alors pour les adultes surtout, puis après pour les enfants au XIXe siècle. Et c'est vrai qu'il y a eu au XIXe siècle des adaptations de Cendrillon, Peau d'âne, hein, le Chaboté énormément, et au XXe et au XXIe, le Petit Poucet. Marie en a fait un article, hein. Le Petit Poucet, Peau d'âne beaucoup. Aussi, en raison de l'inceste du père. Le Petit Poucet, c'est l'abandon des enfants, dans la jungle de la forêt, avec la rencontre avec la sorcière qui prend des figures différentes. Et puis, nous avons le Petit Chaperon Rouge également, qui a fait l'objet d'énormément de spectacles. Donc là, c'est la jeune fille qui est séduite éventuellement par le loup. Enfin, c'est ce que dit Perrault, hein, dans sa morale. Je connais des jeunes filles qui doivent faire attention car il y a des loups partout. En substance, je résume. Je ne cite pas. Est-ce qu'on arrive à un théâtre moraliste quand ces éléments de conte sont récupérés Je crois que c'est plus subtil que ça. Ouais. Oh, c'est plus subtil qu'une morale, oui. C'est-à-dire les metteuses en scène et les metteurs en scène ouvrent des interprétations différentes. Et ça se veut plutôt didactique que moral. Je ne sais pas si c'est didactique, c'est polysémique. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des axes forts comme attention au loup, attention au père violeur, attention à l'inceste. Il peut y avoir sur... je pense au Collodi, au Pinocchio de Pomera, où il y a une dimension sociale très intéressante dans ce Pinocchio qu'il a développé. Mais là, c'est vrai qu'on parle des réécritures. Voilà, c'est vrai qu'après, c'est tellement hétérogène que. Oui. Il y a les princesses aussi. Il y a des études qui ont été faites sur les princesses dans les mises en scène contemporaines, la démolition des princesses. Oui, moi je crois que c'est beaucoup plus polysémique que moraliste. Ou alors je m'aveugle peut-être, mais... Alors c'est une façon de dire attention aussi, ce qui est dans la morale de Perrault, par exemple. Hein, mais il y a d'autres dimensions. Sauf si c'est asséné, peut-être didactique... oui, dans certains spectacles où c'est vraiment j'enfonce le clou. Bon. Mais il y a des ambiguïtés, hein, parce que Florence Laveau, quand elle a eu le Molière du jeune public avec son chaperon rouge, elle fait danser le chaperon rouge avec le loup, elle a fait un tango.
Et c'est vrai que Françoise Pilet, quand on avait vu la représentation, a dit c'est de faire danser ce tango sensuel, ça pose question avec un jeune public. Or, ce spectacle a eu le premier Molière jeune public. Et les féministes et les néo-féministes ont été très agressives avec elle dernièrement. Donc, elle a repensé la mise en scène, elle l'a rejouée la semaine dernière ou il y a 15 jours, début octobre. Et elle a dit ça s'est très bien passé parce que pour elle, ce n'est pas la victime qui danse avec le bourreau, c'est une transmutation de la petite chaperon rouge adulte qui enfin rencontre son loup chéri. Et il y a le consentement, quoi. C'est ça. Et il y a le consentement. Ce n'est pas le loup violeur, c'est le loup chéri. Ouais. On réoriente un peu les... Ouais. Ah bah oui, mais ça, c'est l'herméneutique. Hein. C'est l'interprétation que l'on en fait. Hein. C'est le vol du vampire de Michel Tournier. Chaque lecteur, lectrice a son interprétation et projette, pour le faire court, son imaginaire radical sur le conte. La difficulté aussi du merveilleux, c'est la façon dont il peut s'arc-bouter ou pas sur le réel et sur des questions éventuellement sociales. Oui. Tu parlais tout à l'heure des sujets abordés, il y a vraiment cette question du réel, de l'effet de réel aussi, qui va contre le merveilleux et qui détruit le merveilleux. Ah oui, ça, instantanément. Toujours en tension, en fait. Toujours en tension. Une question, ah oui, sur l'effet de réel, oui. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y avait d'une part cette tension, et puis d'autre part, en vous écoutant autour de la polysémie, je me disais que vous vous intéressez bien entendu au merveilleux spectaculaire, au merveilleux scénique. Mais j'ai l'impression que vous vous intéressez davantage au merveilleux qui émane du texte. Et ça fait partie aussi de l'originalité, je pense, du volume, parce que quand on pense au merveilleux, on pense tout de suite aux machineries, à ce qui est spectaculaire, aux costumes, aux décors, et un peu moins au merveilleux textuel. Et alors ça avait été déjà soulevé par Marie Bernanos, par exemple, pour les didascalies dans Mamiwat en Papouasie, par exemple, chez Joël Joanneau. Mais tout ce débordement didascalique, ou ces jeux avec ce plurilinguisme, ou ces jeux sur l'onomastique, les noms propres, la toponymie, etc. Vous êtes très attentive à ce merveilleux textuel, et j'ai l'impression qu'il s'affirme de plus en plus, en tout cas chez les auteurs, autrices contemporaines que vous avez interviewées et que vous avez étudiées, que c'est vraiment très, très fort ce merveilleux qui émane de l'écriture, en fait. C'est ce qui m'a intéressé, c'est le merveilleux qui émane de l'écriture. Parce que le spectaculaire a déjà été traité dans le théâtre des Enchantements, par exemple, pour le 19e siècle. Et pour le 20e, on a les documents cinématographiques, télévisuels, visibles. Moi, ce qui m'intéressait en tant qu'autrice, c'est vraiment ce qui émane, ce qui surgit du texte. Voilà, c'est ma singularité, parce que je suis autrice. Comment c'est contenu à l'intérieur, dans l'onomastique, mais pas seulement, dans l'énumération, dans les effets de listage, notamment... évidemment dans les noms des personnages, dans le merveilleux exotique, alors qui est parfois et peut-être tendancieux pour certains, et même dans le merveilleux onomastique, lorsque je reçois des newsletters de théâtre, je vois des spectacles où nous avons encore des personnages qui s'appellent, pas lui Dudu, parce que ça c'est Chancerelle, mais You, Momo, et là je me dis, on peut tomber dans l'infantilisme rapidement, Rintintin, Roudoudou, etc. C'est-à-dire, on va doubler les syllabes ou les tripler. Certes, on le sait que ça fait rire les enfants, mais précisément, il faut se garder de ce merveilleux bâtard, un peu vulgaire. Mais on est tenté de faire de la gnangnan-terie, parfois. Et c'est vrai que même après, dans les années 70-80, même en étant post-brechtien, il y avait de la gnangnan-terie. Et le merveilleux, il a quelle place dans les écritures pour les grands ? Ouais. Parce que là, on est dans le dans les grands, va falloir que je fasse le tome 2. Voilà, alors. c'est ça. C'est un appel du pied. Oui, merci. Il y en a, bien sûr, il y en a. Alors, historiquement, il y a le merveilleux surréaliste qui a eu une postérité, Marie le dit, dans le théâtre surréaliste, dans le théâtre jeunesse,
aujourd'hui, mais plus le théâtre symboliste en fait, hein, parce que le théâtre symboliste c'est avant le théâtre surréaliste. Mais pour moi, il y a le rêve, bien sûr, hein, il y a le rêve. Et dans le théâtre généraliste, dans le théâtre tout public, oui, il y a du merveilleux, peut-être par petites bulles, peut-être par monade, je dirais, pour employer un terme de Leibniz. Monade limonade, dit Elisabeth de Fontenay. C'est-à-dire que des mini-bulles, parce que c'est vrai qu'à moins de parler de l'amour fou, le théâtre est quand même assez déceptif et douloureux. Déceptif, ça ne veut pas dire qu'on soit déçu, mais parle de la déception du monde, de la déception de la vie. Mais il y a quand même des bulles de merveilleux, quand même. Oui, mini-bulles. Mais qui restent du coup rattachées au monde de l'enfance, finalement. Ah, forcément. Parce qu'il y a une forme non, il y a dans la vie adulte, il y a du merveilleux. Non, mais au théâtre. Au théâtre, oui. Oui, oui, hein. Dans les propositions visuelles qui sont faites sur scène que dans le répertoire dramatique. Dans le répertoire dramatique, c'est évidemment en général des tragédies ou des drames ou des crises, oui, qui se résolvent de manière parfois il y a une ouverture, il y a une possibilité. Il ne faut pas désespérer ni Billancourt ni le jeune public, ni le tout public, parce que sinon, ce qui s'était produit après 68, c'est qu'on voulait ouvrir le théâtre généraliste aux ouvriers, et que les ouvriers ne voulaient pas voir des ouvriers sur scène. Et qui disaient, mais pourquoi vous me montrez ma vie alors que je suis à l'usine ? Non, j'ai envie d'autre chose. Alors on avait omis la dimension brechtienne du sang, ou du jeu, parce qu'il y a du merveilleux chez Brecht. Dans La bonne âme de Sichuan, il y a du merveilleux. Ben oui. Et il n'était pas contre le merveilleux, Brecht. Hein. Il fallait juste ne pas être dupe. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre un petit peu Oui, ouvrons. Peut-être, là on a des spécialistes aussi du théâtre jeune public, et puis la des autrices, Marjorie Fabre, Cécile Fraisse-Barreil, Lise Martin. Est-ce que vous voulez rebondir sur toutes les thématiques qu'on a agitées ce soir ? Moi, je voulais juste rebondir. Donc Lise Martin. Ouais. Sur ce que tu viens de dire, c'est parce qu'on parle de merveilleux, de cette lumière, donc comme si ça venait de l'extérieur, quelque chose d'ailleurs. Alors je pense que dans les textes, là où ça nous échappe, nous auteurs, tu as pointé en disant mais il y a du merveilleux là, je dis ah bon, je ne savais pas, c'est que je pense qu'il y a du merveilleux dans l'improbable pensée de l'auteur qui imagine des situations improbables. Et l'improbable, c'est la surprise. Et il me semble que la surprise est liée à cette notion d'émerveillement et que c'est écrit noir sur blanc. Enfin, que ce que raconte l'auteur fabrique quelque chose qui fait qu'il y a une lumière. Et c'est une lumière aussi qui est mentale, intellectuelle, qui est passée par... mais qui peut échapper à l'auteur, mais qui en tout cas est une construction lumineuse, je mets des guillemets, mais pas vraiment d'ailleurs. Et que cet improbable est dans le texte. Enfin, ce merveilleux, enfin, je sais pas ce que tu en penses. Et dans la jeunesse de la création de l'auteur, de la poésiste de l'œuvre. Moi, je suis absolument d'accord. Je pense. Cette surprise. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais de Deleuze. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé, c'est pour ça que je n'aime pas le pour les jeunes. C'est une vraie question, on y retravaillera ensemble. Mais la notion de devenir enfant chez Deleuze et la notion de bloc d'enfance chez Deleuze, il me semble que, en quelque sorte, c'est une réponse à ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est d'une certaine façon, consciemment ou inconsciemment, un auteur que son éditeur va publier en jeunesse ou qui lui-même a la sensation que son texte sera publié en jeunesse, parce qu'il y a plein de cas où c'est pas du tout dans l'intention de l'auteur. Ce que dit Deleuze, en quelque sorte, ce qui est aussi dans le travail de Péju, c'est que le bloc d'enfance, c'est une capacité de l'adulte, non pas à retrouver son enfance, ça c'est du pipeau, ça n'existe pas. Et puis encore heureux, ça serait même dramatique de rester enfant. Oui. Et puis il y a des enfances fracassées. Les auteurs, on en a parlé hier dans une formation où on était toutes les deux. Certains auteurs, Joanneau, quand il parle de l'enfance, on sent qu'il parle de la douleur. Donc là, le merveilleux n'est pas là. Donc ça, il faut le gommer.
Et ce que dit Deleuze dans la notion de bloc d'enfance et qui reprend un peu Bachelard, c'est la capacité de l'adulte à fabriquer du devenir enfant chez lui, adulte. Et c'est ça, enfin, moi c'est maintenant devenu une sensation, ça. Autant quand j'analyse que quand j'écris ou quand je vois. Alors moi la question que j'ai envie de te poser, Dominique, mais c'est une forme de défi. Comment tu penses aujourd'hui, après cet ouvrage, le lien entre ce que je viens de dire et le rapport à la théâtralité? Voilà, ok. On a 3 heures. Je ne sais pas si c'est pas finalement relativement simple. Est-ce qu'on n'est pas dans le principe de l'illusion? Parce que l'illusion, finalement, c'est pas ce principe très simple du merveilleux et du théâtre. Oui, ça Je s'ouvre. pensais au jeu, moi, au pacte de jeu, on dirait que... Pacte de jeu, oui, on dirait que... Oui, le rideau s'ouvre ou même la lumière s'allume et il y a quelque chose qui se déroule devant nous, oui. Alors, c'est vrai que je suis l'étudiante de Michel Bernard. Et Michel Bernard a théorisé la théâtralité d'une façon extrêmement intéressante. Dans le corps, et il dit que la théâtralité surgit de notre dissymétrie originelle. Alors on va dire, oui, c'est vrai que nous sommes dissymétriques, que nos deux parties ne sont pas symétriques, et c'est précisément dans le creuset, la béance, peut-être le creux, l'abîme de cette dissymétrie que surgit la théâtralité. Voilà. Ah oui, c'est assez formidable. D'autres vont dire que nous sommes des animaux narratifs et que de toute façon, nous ne pouvons que produire de la théâtralité ou de la théâtralisation ou du théâtralisme. Alors, théâtralisme, c'est la version péjorative de la théâtralité. Je fais du théâtre, hein, je me mets en scène, mon ego se disperse au-delà de l'amphithéâtre et même dans la salle et même devant la porte, il gagne toute la ville. Voilà. Mais cette histoire de la dissymétrie, c'est intéressant parce que tout ce qui est différent appelle le discours aussi sur la différence. Et en fait, le dissensus, le merveilleux, ça ne travaille que sur ça. Sur je suis différent, je suis le petit poussé, je suis différent de mes frères, etc. Oui, donc, finalement, ça vrai. met en scène beaucoup. Donc cette histoire de dissymétrie corporelle, finalement, elle appelle aussi la fiction. Oui. La dissemblance appelle la fiction. La dissemblance appelle la fiction. Dont nous ne pouvons que théâtraliser, et qu'il disait que dissimuler en dissimulant. Ou dissimuler en dissimulant. Oui, il s'amusait beaucoup, Michel. Ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant par rapport à la notion de détour qu'a beaucoup travaillé Sarrazat, qui, moi, ça continue à être un socle de ma pensée esthétique sur les écritures jeunesse. Et du coup, si on reprend le fil de la réflexion de Deleuze sur le devenir d'enfant, il y a quelque chose là qui peut aussi nous donner à entendre que le merveilleux réconcilie avec le monde, peut-être. Ce qui est frappant, c'est combien les écritures jeunesse disent la noirceur du monde. Oui. Ça, on me l'a beaucoup renvoyé au début quand j'ai commencé à parler des thématiques, la guerre, les enfants soldats, puis la guerre est très très présente. Toutes les noirceurs du monde sont là, hein. Toutes. Mais la manière de faire vivre ça d'un point de vue esthétique maintient, enfin on va en faire une communication à deux, maintient un rapport à la joie qui relève en partie de cette question du merveilleux. Enfin, il me semble que c'est très sensible. Nous sommes tous un peu spinozistes, nous, auteurs-autrices. Hein, la joie, c'est ce qui procure un accroissement de l'être. Alors que la tristesse, les passions sombres, noires, provoquent une diminution de l'être. Donc l'amour est un accroissement de l'être. Et le merveilleux également, donc procure de la joie. Et il me semble que quand on écrit pour la jeunesse, on tend à cet accroissement de la joie.
C'est-à-dire que même en parlant de la guerre ou même en parlant du divorce, des enfants séparés, battus, violés, trahis, on parle de la façon dont la catharsis va pouvoir se mettre en place et renverser par une péripétie la tragédie en construction de soi et en joie. Alors, est-ce que c'est de la résilience ? Bon, la résilience, c'est la capacité pour un métal qui a été tordu de revenir à sa forme initiale. Alors, la forme initiale d'un enfant avant la tragédie, je ne pense pas que ce soit la forme initiale qui revienne à la fin. C'est une forme transformée. C'est-à-dire que le souvenir de la torsion, comme le métal tordu, le souvenir de la torsion imprègne chaque cellule, de toute façon. Les drames que vivent les enfants et les adultes imprègnent les cellules, de toute façon, s'inscrivent à l'intérieur du corps. Donc nous ne revenons pas à notre forme initiale, mais il est possible de continuer à vivre et d'instruire de la joie dans la vie. Et à ce sujet, je crois que vous employez à la fin de votre ouvrage l'idée que le merveilleux se serait un peu horizontalisé avec progressivement. Je dis ça parce que je pense à l'intervention de Lise Martin sur l'idée que le merveilleux parfois il émane comme ça de l'écriture et c'est pas quelque chose qui vient d'en haut en c'est fait. Immanent. Et j'ai l'impression qu'on sécrète le merveilleux ou que oui, il n'est plus transcendant, il n'est plus immanent. quelque chose de transcendant qui vient par, comme vous l'avez dit au début, par Dieu ou par une intention divine ou par le hasard qui fait bien les choses, etc. Mais que ça viendrait de plus d'en bas ou en tout cas du quotidien et pas d'une force extérieure. Oui, c'est dans la vie quotidienne, oui. Mais c'est immanent à la vie quotidienne. Il faut savoir le regarder, évidemment. Mais quand on s'émerveille, par exemple, des feuilles qui tombent, des feuilles dorées qui tombent en ce moment, moi, je les ramasse. Parce que je rentre avec des brassées de feuilles. Bon, alors c'est le côté enfance. Quand on a étudié la feuille de platane en CE1, je me souviens, ça m'a ébloui. Alors je continue à ramasser des feuilles de platane à mon âge. Bon, voilà. Je continue à parler aux oiseaux, aux scarabées, aux papillons. C'est peut-être stupide, mais oui, je continue à les sauver dans les Cévennes de la pluie. Je les prends, puis j'essaie de les sauver. Alors j'ai trouvé un capricorne. J'avais jamais vu de capricorne. J'en ai trouvé un. J'ai essayé de le sauver, mais j'ai pas réussi. Il a été grignoté. Mais qu'est-ce que c'est beau. Oui. Pardon, je reviens un peu en arrière. Je vous en prie. Dans la nature que vous venez d'aborder, mais juste pour rebondir sur ce que vous disiez, sur cette idée de merveilleux comme lutte, ou comme plutôt manière de se réconcilier avec le monde dans sa noirceur, que vous proposiez. Et en vous écoutant, je me suis demandé si est-ce que le merveilleux c'est ça, ou est-ce que c'est pas dans le merveilleux lui-même que l'ambivalence est présente, dans la catégorie elle-même, puisqu'il y a cette définition que vous avez présentée, un peu étonnante du merveilleux, du côté de ce qui peut faire peur aussi, dans la surprise. Oui, dans la surprise, oui, il peut faire peur. Il y a une ambivalence, pas dans tous les merveilleux, des merveilleux qui sont plutôt monosémiques ou qui provoquent un éblouissement total, où il n'y a pas les ténèbres qui peuvent surgir, mais il y a des merveilleux ambigus. Parce que j'ai l'impression que votre hypothèse, c'est qu'il y a quelque chose d'anthropologique, c'est ça? Et alors, est-ce que vous Oui. arrivez à une formulation, une définition du merveilleux qui rendrait compte de ces polarités un peu inverses qu'on tient ensemble quand on parle du merveilleux, de cette ambivalence? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous êtes arrivé sur ce point? Non, j'ai laissé la porte ouverte parce que je ne peux pas trancher sur la notion neurobiologique. Il va falloir que les sciences cognitives nous répondent. Est-ce que le merveilleux est un a priori, comme dit Kant, de la conscience humaine ou pas? Et ça, qui va le traiter? Alors, bien sûr, en philosophie, on peut se dire, oui, il y a un a priori, et Kant peut le dire, qu'il y a un a priori, peut-être, c'est une fonction dans le cerveau. Donc, c'est une notion anthropologique. Nous avons tous, dans le cerveau, une zone ou des zones neurologiques du merveilleux. Mais ça, on ne peut pas encore l'affirmer scientifiquement. De même que chez Changeux, on trouve l'idée d'une zone de la foi.
qui serait avéré sur le plan neurologique, donc d'un merveilleux de la croyance. Malgré tout, les neurobiologistes, les sciences cognitives, là encore, dans Philosophie Magazine, mettent en question ces zones très délimitées qui s'éclaireraient quand on voit un spectacle, les neurones miroirs, etc. Il y a peut-être d'autres zones, en tout cas pour les parfums, c'est net. Il n'y a pas qu'une seule zone dans le cerveau qui répond quand on a une sensation olfactive, et il y en a au moins 4, et de manière symétrique dans chaque hémisphère. Je pense que ça, on va le savoir. Donc la réponse anthropologique, personnellement, je ne peux pas encore la donner, même si j'ai envie d'y croire. Mais c'est peut-être un biais cognitif. Tous ces biais cognitifs nous posent beaucoup de questions en tant que chercheurs et chercheuses. Parce qu'après, on prend maintenant des pinces à épiler pour utiliser les concepts. Est-ce que je ne suis pas victime d'un biais cognitif, d'un biais de confirmation? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, non? Moi, ça me trouble énormément. Vous aussi, non? J'ai envie de retourner la question aux étudiants, aux étudiantes qui sont présentes dans la salle. Le merveilleux, c'est quoi pour vous? Enfin, comment vous, avant la soirée, la qu'on passe ensemble, quelle idée vous faisiez du merveilleux? Si j'en juge au nombre de masterants et de masterantes qui font, dans le tableau qu'on a, nous, de suivi d'étudiants, d'étudiantes de master, le nombre de sujets qui portent sur la fantaisie, avec un Y, je me dis que voilà, le merveilleux fait partie aussi des pratiques de lecture de nos étudiants et étudiantes. Oui, et dans le manga aussi, sans doute. Est-ce que vous en consommez, par exemple, du merveilleux dans... Je sais pas, est-ce que vous pouvez nous dire un peu... Pour nous, c'est un retour aussi intéressant de savoir... Personnellement, moi, j'ai toujours beaucoup consommé de ce qu'on peut considérer comme la littérature de jeunesse. C'est ce que je préfère. J'aime bien le côté d'évasion. On t'entend pas, je crois. Oui, parlez pour vos camarades. Du coup, la plupart du temps, je lis surtout de la science-fiction. Oui. Qu'on peut considérer comme merveilleux, mais... Vu que c'est scientifique, je sais pas. C'est du merveilleux scientifique, enfin pour certaines, certains récits, oui. Un peu aussi. Fantaisie, oui. Ouais, c'est ce que je lis la plupart du temps. On consomme beaucoup, on peut dire ça. Et là, tu as reconnu des éléments du merveilleux qui ont été décrits dans ce que tu consommes. Du hasard qui tombe pile poil au bon moment, c'est vraiment un sujet principal de... Oh, il se trouve que je suis l'élu d'une certaine conquête intergalactique. Enfin, c'est quelque chose de très basique. Est-ce que vous pensez que les grands yeux dans le manga participent justement de cet émerveillement, de cet éblouissement? Alors, je sais bien, ça vient d'E.T., ils ont travaillé sur l'élargissement des yeux à partir d'E.T. Je ne sais pas si ça date de là ou si ça existe dans l'histoire du manga japonais depuis le début de l'apparition du manga. Mais la question des grands yeux, moi, ça me questionne, parce que précisément, l'éblouissement, on en prend plein les yeux. Je sais pas, je lance une hypothèse là. Non, mais parce qu'on sait que l'humain est attiré physiologiquement par des animaux donc les bébés qui ont des grands yeux. Voilà. Les chatons et les chiots sont toujours. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup de succès aussi. Oui, parce que les yeux ne grandissent pas. Voilà. On est avec la taille de ses yeux. Ce sont des objets de fascination, les yeux. C'est fait pour être mignon. Les petits corps avec des grands yeux, c'est des objets de fascination. Rajouté parce que ça rend les personnages mignons et attachants. Oui, c'est du mignon. Alors, voilà, c'est le mignon chez Walt Disney aussi. Il fallait que les animaux soient mignons. C'est son terme. Dans les textes Avery, ils ont tous des grands yeux aussi. Oui. Loup, ils ont tous aussi des yeux. Oui, mais le loup, ce qu'il en fait. Je sais, mais il n'y a pas que le loup. Mais coquine. Ils ont déjà des grands yeux. Ils ont des grands yeux, oui. Oui. Parce que Walt Disney avait passé une année de sa vie, il était d'une famille assez humble, à la campagne, et ça l'a marqué le rapport aux animaux. Il a demandé à ses dessinateurs de faire des animaux mignons. Et donc avec des yeux plus grands que... Et de toute façon, dans le merveilleux, tout est un peu surdimensionné. Oui. La forêt est très grande, très noire, très profonde. Oui. Le puits est sans fond. Oui, c'est hyperbolisé. Oui, c'est ça. Oui, c'est hyperbolisé. Oui. D'autres retours sur le merveilleux, votre expérience du merveilleux? Et d'ailleurs, votre intervention me fait penser à l'hyperbolie des gestes dans le théâtre
du 19e et début 20e, enfin même un peu après, quand on voit Sarah Bernhardt, il y a quelque chose dans l'hyperbolie, la pantomime, la gestuelle emphatique de ce jeu qui relève aussi du merveilleux. Elle roule des yeux assez fréquemment, enfin, elle n'est pas la seule. Hein, les hommes aussi, mais moins. C'est surtout les femmes. Dans Phèdre, elle est totalement... Oui, il y a la convulsion tragique. Il y a la convulsion tragique, oui, ça c'est extraordinaire. Ouais. Tu as des titres très éloquents pour chaque monographie, pour définir le merveilleux. Oui. Quel serait le titre éloquent pour le théâtre de Dominique Paquet? Marjorie Fabre. Deuxième défi. Aspirer au soleil. Et le bleu aussi. Parce qu'un jour, un enfant dans une classe m'a dit « Pourquoi y a-t-il toujours du bleu dans vos pièces ?» C'est une question d'enfant. Franchement, les adultes à côté. Hein. Et aussi, est-ce que ça a changé votre écriture de devenir mère ? Mais je dirais que le bleu, comme c'est Pastoureau qui dit que le bleu c'est la couleur la plus vague et qui est susceptible de recueillir le plus d'investissement. L'oiseau bleu, hein, bien sûr. Madame d'Aulnoy, vous avez les yeux bleus pour j'ai la boucle j'ai les sur yeux les bleus. Et quand on me parle de mes yeux, etc., et on me dit d'où vient ce bleu, je lui dis j'ai été les laver là-haut. J'ai été les laver là-haut. Régulièrement, je vais les laver. Et est-ce que pour caractériser le théâtre de Dominique Paquet, il ne faudrait pas aussi ajouter quelque chose dont on n'a pas parlé, l'émerveillement, la jouissance de la manipulation intellectuelle, de la manipulation des idées? Ah, c'est très érotique, oui, c'est sûr. Oui, Rogène, je ne sais pas, oui, la jouissance de la connaissance, oui, bien sûr. Bien sûr, mais ce sont des ouvertures, c'est ce qui sauve aussi. C'est ce qui sauve, la connaissance. Pour moi, c'est ce qui me sauve. Oui. La philosophie, c'est ce qui me sauve. Oui. Oui. Il y a toujours un livre de philosophie pour aller mieux. Ou un livre en général pour aller mieux, d'ailleurs. Un roman, ou un manga, ou une BD, oui. Vraiment, quand on perd l'envie de lire, alors là, ça doit être terrible. Ou l'envie de connaître. Ouais. Une volupté, je dirais, oui. Une volupté. Oui. Et après, il y a quelque chose, si je reviens au merveilleux, il y a quelque chose de rassurant dans le monde merveilleux, qui quelque part s'extrait aussi. C'est douloureux, le merveilleux, il se passe des choses horribles, on voit dans les contes, c'est plein d'assassinats, de traîtrises, etc. Mais il y a quand même quelque chose de rassurant dans le monde, un peu, je sais pas comment dire, un peu cocon aussi, qui est un monde à part, malgré tout. Qui est un monde à part. Qui nous enlève, qui nous arrache quelque part du monde réel. Mais ce qui est net dans la Shoah aussi, quand Charlotte Delbo va dans les marais, qu'elle souffre de la soif, que c'était abominable, et elle va creuser dans les marais de Silésie. Elle est avec Vita, son amie, et elle dit que pendant tout un hiver, elles se sont racontées, après l'appel qui durait déjà des heures, comment au retour de la guerre, elles allaient acheter une boutique au Palais Royal pour faire des gâteaux. Et elles se racontaient comment serait décorée la boutique, comment ils seraient habillés et quels gâteaux elles allaient cuire pour après la guerre. Donc, dans ce cauchemar absolu, d'ailleurs le cauchemar n'est pas un mot, cette déréliction, elles allaient tous les jours et ça les tenait debout de penser qu'elles allaient ouvrir cette pâtisserie. Vita n'est pas revenue et Charlotte Delbo a témoigné dans Auschwitz et après aux éditions de Minuit, si ça vous intéresse. Et elle tenait aussi, parce que pendant l'appel, elle récitait entièrement le Misanthrope, c'est dire la durée de l'appel, et que elle l'avait monté quand elles étaient à Auschwitz III
parce qu'elle a bougé à l'intérieur du camp, elles avaient réussi à monter le malade imaginaire avec les camarades de chambrée, et que c'était un moment fabuleux. Toinette, Drelin, etc. Donc là, il y avait ce temps, cette temporalité volée à l'horreur. Et d'autres, comme Sam Proun, ont témoigné aussi, soit de la solidarité, soit de moments de narration, de même que Robert Antelme. Et ce que j'ai vécu quand j'ai été visiter Mauthausen à 18 ans, il y avait un homme qui nous faisait visiter le camp et qui a dit « Il y avait des moments merveilleux de solidarité, même à l'intérieur du cloaque. » Donc c'est vraiment une construction aussi collective, c'est-à-dire se réunir pour raconter des histoires, partager le pain. Et à l'inverse, ça peut être aussi le maintien d'un système illusionniste. Ah oui. J'ai un trou de mémoire, je me souviens plus du film qui parle de cette maison bourgeoise à côté des camps. J'oublie le titre. Qui est sorti il y a 6 mois. Et avec la famille Zone, La zone d'intérêt. La voilà, zone d'intérêt, tout à fait. C'est une zone de merveilleux qui, à part à côté de l'horreur, c'est le maintien aussi d'un monde presque idéalisé, alors que se joue à côté le pire. Le pire, Mais pour eux, c'est justement quelque chose de merveilleux. C'est du merveilleux. C'est pour ça que ça m'y fait tout va penser bien. en entendant le discours sur... Tout va bien. C'est enclos. Et de l'autre point de vue, enfin de l'autre côté de la barrière. Très, très. Ouais. On ne termine pas sur ça quand même. Non, mais après, pour revenir à des questions peut-être plus esthétiques ou plus poétiques, en tout cas, il y a vraiment cette question du contraste aussi. Enfin, j'ai l'impression que les auteurs autrices que vous avez interrogés on tirent parti aussi de cette coexistence des contraires en fait, et que qu'il y a vraiment un potentiel dramaturgique et poétique à faire coexister la cruauté, l'horreur et pour reprendre votre image, des bulles ou des petits moments de cocon ou des suspensions du temps ou des parenthèses, enfin je sais pas comment des boucles temporelles et des univers coexistants, oui. Et que le merveilleux le plus intéressant ou le plus polysémique, il surgit de ce contraste en fait, j'ai l'impression. Oui. Tout à fait juste. Alors que c'est conscient ou inconscient, mais c'est une façon un renversement de situation ou la création de ces mondes, de ces petits mondes, de ces bulles, alors qu'ils sont plus ou moins... et dont on voudrait qu'elles n'éclatent pas ou qu'elles éclatent avec leur iridescence et qu'elles gagnent le monde. Oui, parce qu'effectivement, si la boule se fige, et si la bulle devient boule ou c'est ça, on entre dans le kitsch là. Il faut qu'à un moment, elle explose. Il faut sortir, il faut casser la bulle, parce que sinon, on est dans une construction Et artificielle on transporte la bulle au-delà. Voilà. Et dans son parfum d'avalanche, j'ai mis les enfants dans des bulles, et précisément à un moment, ils sortent pour éprouver l'amour. Parce qu'ils ne peuvent pas rester dans la bulle. Hein. Les adultes qui ont vu une métaphore des enfants bulles, pas du tout. Hein. C'était pas du tout mon propos, mais peu importe. Mais à la fin, ils sortent de leur bulle et ils découvrent l'amour, la sensation des peaux. Donc là, c'est Merleau-Ponty, l'étincelle, l'amour fou, l'étincelle, le coup de foudre. Et le problème, c'était comment finir. Il y a 2 garçons, une fille, ils sont tous les 2 amoureux de la fille. Et comment faire que chacun ait son merveilleux en sortant. Donc j'ai demandé aux enfants, quand j'étais allée dans les classes, je dis comment ça va finir. J'y arrive pas, il faut que chacun ait son moment et son merveilleux. Et donc ils m'ont suggéré des choses et voilà. Donc à la fin, il y en a un qui reste avec la fille et l'autre qui sort et qui retrouve sa famille. Chacun a son horizon. Ouverture, de la présence de Cécile Fraisse-Barré, parce qu'on a entendu des auteurs, des universitaires, mais Cécile, elle est plutôt du côté de la mise en scène aussi. Donc, qu'est-ce que tu peux en faire, toi, du merveilleux? Qu'est-ce que tu en fais sur un plateau? Déjà, comment tu t'en empares Déjà, c'est pas moi qui m'en empare, c'est les interprètes sur le plateau. Et ce qui compte vraiment pour moi par rapport à ça, à cette notion-là, c'est vraiment la langue de l'auteur
C'est ça qui porte pour toi. C'est vraiment ça qui me porte. Ce qui me porte à la mise en scène, c'est vraiment de voir les mots debout. Voir les mots incarnés et debout. Donc c'est vraiment toujours ça qui m'a porté dans mes mises en scène. Et encore plus dans ma vie avec John Wayne, parce que j'ai monté le texte de Lise Martin qui va être repris cette année. Et c'est encore plus ça qui me tient, parce qu'en plus, ce qui m'intéresse aussi, c'est moins la notion de personnage et peut-être moins la notion de transformation aussi, mais plus la notion de cette langue qui, à un moment donné, nous fait tenir debout. C'est vraiment cette question-là, de tenir debout tout le temps, quoi qu'il arrive. Parce que je m'interroge en fait quand on met en scène le merveilleux sur la production d'images et la tentation de vouloir produire des images scéniques en fait. Et en général, j'en produis jamais. Voilà, donc je fais complètement confiance aux comédiens, au rapport qui va se passer, justement l'arc-en-ciel pour le coup qui se passe entre la scène et la salle, et entre les émetteurs et les récepteurs, les émetteurs et les récepteurs. Faut être inclusif. Voilà, c'est vraiment cet endroit-là qui me touche, et je choisis de toute façon de mettre en scène un texte. Je choisis le texte avant tout, les mots avant tout, l'agencement et comment est-ce que ça se répond aussi sur un plateau. D'avoir improvisé cette réponse à une question qui tombe un peu. Avec plaisir, Céline. En plus, on se connaît bien parce que tu as assisté à mes premiers pas de metteuse en scène avec Noël Renaud. Donc, il y a très longtemps, on ne va pas le dire. Alors elle, par contre, qui est un auteur complètement en dehors du merveilleux. Ah, exactement. Mais elle est un auteur très dans la langue. Dans le, donc, la langue et l'effet de réel, pour le coup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, des questions? Profitez-en. J'ai une petite question de détail, mais qui m'intéresse sur le Deus Ex Machina. Pourquoi c'est pas du merveilleux, ça? Parce que c'est trop fabriqué pour Aristote. On dirait capillotracté maintenant. Hein. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, Deus Ex Machina? Oui. Le dieu descendu de la machine, voilà. C'est les effets spectaculaires qui étaient beaucoup de machines. C'est trop travaillé, trop voulu par le dramaturge. Ça n'est pas habile. Il faut que le merveilleux advienne de manière subtile, qu'on ne le sente pas arriver. Alors là, le dieu descend de son couronnement. Et donc là, non, ça n'est pas du bon merveilleux. Mais même dans l'Avare, dont Thomas d'Alburcy, on se dit que peut-être, ou même dans les Fourberies de Scapin, je me souviens que ma prof de lettres avait dit la fin des Fourberies de Scapin est parachutée. Ça m'avait choqué quand j'étais en cours, en seconde, ou en quatrième, je ne sais plus. Et parachuté, bon, pourtant, ça veut dire quoi? Ben oui, c'est vrai. C'est vrai que parfois, c'est un peu parachuté, quoi. C'est comment finir? Ouais. Et puis dans le théâtre à l'italienne, on a le moyen de faire descendre le Deus Ex Machina avec le couronnement sur scène. Ça n'est pas assez subtil. Bon, il faut, pour Aristote, de toute façon, le théâtre, c'est de l'enseignement. Il faut que ça soit, que ça nous apprenne quelque chose. Hein. Donc le Deus Ex Machina ne nous apprend rien. C'est un subterfuge de mise en scène. Enfin, il dirait l'homme des machines, hein, dans la traduction de la poétique. Évidemment, il n'est pas metteur en scène. L'homme des machines. Et l'homme des machines, c'est un technicien, et il fait apparaître le Deus Ex Machina. Ça n'est pas le dramaturge. Il faut que ça advienne de la matérialité, même du moteur, de la vraisemblance, de la nécessité, du moteur qui déroule toutes ces péripéties jusqu'à l'épilogue. Et pourtant, que le foie de Prométhée repousse, c'est merveilleux. Et en plus, ça repousse le foie, c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est les dieux. C'est les dieux. Non? Si, vas-y, profite-en. je voulais demander, du coup, est-ce que le meilleur merveilleux au théâtre, ce serait pas du coup l'impromptu, quelque chose qu'on pourrait pas répéter, quelque chose qui nous tombe sous le nez que personne n'aurait pu prévoir finalement? Dans l'improvisation, alors? Dans la performance? Non, dans la performance, oui. Par exemple, je sais pas,
un projecteur qui tombe, qui crée une nouvelle lumière, enfin vraiment le merveilleux d'accident. Alors ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que le rocher tombe et s'arrête à 10 cm de la poitrine du ténor, comme c'est arrivé il y a 1 an ou 2. Ça, c'est un effet merveilleux, oui, mais ça peut être tragique. Et c'est aussi un effet de réel aussi. C'est un effet de réel. Il s'est arrêté, oui, c'est fascinant là. Oui. Parfois, il y a des effets merveilleux, oui, bien sûr, mais qui adviennent. Est-ce que le merveilleux peut être comique ? On a parlé de chute quand ça se finit bien. Oui, parce que la salle a retenu son souffle. Et heureusement que ça s'est arrêté, oui. Est-ce qu'il y a du merveilleux qui peut être drôle ? Eh bien, dans la mesure où le comique, si on suit Aristote, c'est quand même tiré vers le bas, alors que la tragédie tire vers le haut. Tirer vers le bas, c'est plutôt tirer vers le sombre, l'obscur, les ténèbres, les défauts de la comédie, les types, du vulgaire. En même temps, dans le merveilleux, avec cet effet d'emphase et d'exagération à tout va, finalement, la sorcière, elle est tellement laide que ça en s'auto-parodie, devient quoi. ridicule. Ouais. Enfin, Oui, voilà, on arrive à on un sourit, degré, oui. Je pense qu'on on peut éclater de rire, voilà, ça peut mais devenir je ne très sais drôle. pas si c'est du comique. On peut éclater de rire devant le merveilleux, oui. Et l'étrange aussi. Oui. Quand on retrouve quelqu'un, par exemple, on peut éclater de rire, de joie. Oui, ça nous retrouve, ouais. Ce sont des retrouvailles. On peut éclater de rire, de découvrir des zones lumineuses dans sa vie, tout seul ou en groupe, oui. Mais est-ce qu'il y a du comique ? C'est une bonne question, là. Que je ne sais pas du tout répondre. Non, pas forcément. Moi non plus, peut-être. Mais ça demande à être creusé. Peut-être que ça abîmerait le merveilleux, le Ce comique. serait trop trivial, sans doute, trop... Peut-être. Si on reprend Walt Disney qui travaille le merveilleux beaucoup, il y a toujours des personnages comiques qui sont en balance Oui, aussi. qui Enfin, on est sont toujours en sur des contrepoint, duos, des oui. binômes, Oui, il y a toujours un binôme, oui. Il y a un binôme animal et puis un binôme antagoniste. Oui, Marjorie. Entre le lien entre le merveilleux et le rire, je pensais à Yael Totavec dans L'Enfant de l'art de Gilberti. Oui. C'est une pièce très drôle. Et justement, l'étonnement. Et l'émerveillement vient du monde et d'un procédé comique, puisqu'il réinvente le monde. Son grand frère Gaëtan, en expliquant au petit frère Yael qui n'a pas connu l'exode des animaux, ils ont parti parce que les humains avaient pollué la terre. Et donc le comique vient de l'émerveillement de l'explication de ce qu'étaient les animaux. Une poule, en fait, c'est une cornemuse. Enfin, il y a tout un jeu avec ça. Et le comique vient pas mal de là. Donc ça peut être une pièce qui lie les deux, effectivement, chez Gilberti. Merci. Et aussi dans D'accord, merci. Et je pensais juste à une chose, on parlait, puisqu'on scrute l'émerveillement dans ses moindres recoins, et on parlait de l'écriture, et c'est vrai que l'acte même d'écrire est un émerveillement en soi. Tu parlais de cette stupéfaction où l'auteur ne sait pas toujours ce qu'il va écrire, parfois produit par sa propre écriture, et il arrive à sa propre écriture dans le sens où il ne sait pas ce qui va advenir, ou les codes même du monde qu'il est en train de mettre en place, il ne les a pas pensés. Il peut les penser en amont, mais il y a ces moments comme ça de fulgurance, d'inspiration. Et c'est vrai que le merveilleux se loge là aussi, dans cet acte chronique. Oui, parce que c'est un surgissement. Ben oui. On est dans l'abîme de soi-même et il y a du surgissement. Oui. Surgir. Mais comme vous voulez, merci beaucoup de vos questions, Merci de votre beaucoup. réception, Merci c'est à très tous les riche. participants. Merci. Et puis ça continue à... Merci à vous. C'était très fort.